Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, on voyage entre Nantes, Barcelone, Marseille et Paris. J'ai le plaisir d'accueillir Quentin Pellabon, le directeur des opérations de Lucas. Lucas, c'est le pionnier français des logiciels RH. Je suis Guillaume Pellegrin, le fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Nantes ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. C'est une première aujourd'hui. Je suis très fier d'accueillir à nouveau Quentin Pellabon, qui est à présent le directeur des opérations de Lucas. Vous l'aviez découvert dans l'épisode numéro 5 avec Peppernest. Dans cet épisode, on va découvrir la croissance incroyable de cette société qui a 20 ans et qui a des objectifs très forts pour 2025, avec une particularité RH, c'est notamment la transparence. Transparence des grilles de salaire, négociation aux yeux de tous de ces augmentations. On va apprendre plein de choses. C'est parti. Bonjour Quentin. Bonjour Guillaume. Alors là, c'est inédit. Je suis ravi de te revoir dans Extramuros. Après ce merveilleux épisode 5 de Peppernest, revoilà Quentin Pellabon, non plus CEO de Peppernest, mais CEO de Lucas. Bienvenue Quentin, à nouveau chez Extramuros. Merci Guillaume et surtout merci de me réinviter. Ça fait plaisir de te revoir et de revoir toute l'équipe. Tiens, ça prouve qu'on était sincère quand on disait qu'on avait passé un bon moment sur le premier podcast. Bah, écoute, j'espère qu'il en sera de même aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es parti? Écoute, pourquoi t'as changé? Raconte-nous du coup entre le podcast et aujourd'hui la suite de Peppernest. Bah, entre le podcast aujourd'hui, je pense que ça fait un peu plus d'un an et demi et oui, écoute, les envies de changement, les envies de voir ailleurs. J'ai passé une 6 belles années chez Peppernest avec une croissance folle. Je remercie d'ailleurs infiniment Philippe et Benoît de m'avoir donné cette chance-là. Mais voilà, après 6 ans, la flamme, le feu sacré pour diriger et piloter les équipes qui avaient grandement grandi sur ces 6 années, bah, je l'avais plus forcément. Et puis au-delà de ça, j'avais envie de me challenger à nouveau, de découvrir une nouvelle industrie, une nouvelle entreprise, une nouvelle culture. Et donc me voilà arrivé chez Lucas il y a maintenant 4 mois. Bravo. En tout cas, c'est une belle preuve d'honnêteté de se dire que t'avais moi la grinta. Donc, et puis surtout, j'imagine que le challenge de Lucas, qui est une boîte incroyable, t'as rapidement convaincu. Bah clairement, en fait, piloter 600 personnes au quotidien, ouais, ça demande énormément d'énergie et encore plus dans une scale-up qui a multiplié son chiffre d'affaires par 10 en 4 ans. Et donc, ouais, au bout d'un moment, pour pouvoir se renouveler au quotidien, ça demande beaucoup d'énergie et je sentais que j'avais besoin de donner de l'énergie ailleurs. Et effectivement, l'opportunité de Lucas s'est présentée à moi et tout de suite, ça a fait tilt dans ma tête. Je me souviens d'ailleurs d'avoir passé mon premier entretien avec le cabinet de chasse sur la route des vacances dans ma voiture avec mes 2 enfants derrière et ma femme à côté. Et j'avais pas envie de lâcher l'affaire en fait. J'avais pas envie de lâcher l'affaire parce que Lucas, c'est un soft que j'utilisais au quotidien chez Peppernest et c'est une boîte qui me parlait. J'avais un a priori positif sur cette boîte-là et je pense qu'on va y revenir. Et donc, ouais, c'est clairement le challenge qu'ils m'ont proposé m'a tout de suite plu et donc je peux confirmer ça après 4 mois. Bon, merci aux enfants de ne pas avoir trop crié dans la voiture du coup et de t'avoir permis de faire ton entretien. Ouais. Je confirme, Lucas, moi ça me plaisait bien aussi, tellement qu'on est devenus clients nous aussi. Je vais t'essayer d'écrire déjà ce que fait Lucas. Bah, Lucas, c'est une entreprise qui détonne. Lucas, ça fait 20 ans, c'est une PME, ça fait 20 ans qu'elle existe et on est là pour faciliter tous les processus RH au sein de l'ensemble des entreprises, de petite taille comme de grande taille. Et en gros, notre mission, c'est vraiment de faciliter les processus administratifs au sein des boîtes, de rendre les collaborateurs beaucoup plus efficaces en se concentrant là où ils ont de la valeur ajoutée et pas sur ces tâches administratives qu'on connaît tous, qui sont les notes de frais, la pose des congés, les entretiens annuels, qu'elles soient plus fastidieuses, mais qu'elles soient
agréable à faire et rapide et efficace. Et donc c'est ça notre mission, c'est de faciliter tous les processus RH au sein des boîtes, comme la vôtre, et je suis ravi qu'on puisse vous accompagner d'ailleurs. Ouais. Du coup, tu parles de mission, vous êtes entreprise à mission ou non, c'est juste la mission comme ça qui est formulée Exactement. Ouais. C'est vraiment d'accompagner les entreprises sur les processus RH. Très clair. En plus, on a une petite histoire entre Newton et Lucas, c'est que à un moment, Lucas était dans nos immeubles, dans notre immeuble Newton de Marseille-Joliette, et je dois avouer que je savais que vaguement ce que vous faisiez, mais nous à ce moment-là, on était dans une autre taille de boîte, et je voyais à peu près que vous faisiez des RH, mais je voyais pas trop l'intérêt pour nous. Et la complexité grandissant côté Newton, en ayant grandi. J'ai vite compris l'intérêt d'avoir un outil comme ça hyper, alors désolé pour le mot, user friendly, qui est vraiment pensé pour des DRH ou même des responsables RH ou des gens qui n'ont pas fait 15 ans dans les RH mais qui ont un outil plug and play très très sympa à utiliser, très facile, centralisateur, où on n'oblige pas tout le monde à avoir 15 systèmes différents, et du coup c'est ce qui nous a séduit. Ouais, mais tu vois, en 4 mois, j'ai pu me rendre compte, clairement, les produits qu'on fait, on les fait pour nos clients et c'est pas des paroles en l'air. Je le vois au quotidien. Le client, il est central chez Lucas. Ce qu'on aime bien dire, c'est qu'on fait des softs qui ne sont pas gris et pas moches. C'est un peu ça la tagline. Et tu vois, je suis ravi que tu l'aies dit par toi-même, que effectivement, on est user friendly et tous les gens sont tournés vers le client. C'est une boîte ça vient du faux d'intérieur, qui est extrêmement concentrée sur le produit. Le moindre détail, on y prête une attention particulière et le but, et je suis ravi d'avoir un témoignage comme le tien qui nous disent que ils sont faciles à utiliser et sympas. C'est notre mission. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire sur nos softs. Et je pense que c'est comme ça qu'on gagne des clients et qu'on les fidélise. Ah oui. Nous en plus on peut témoigner, on avait essayé d'avoir un gros outil ERP qui faisait un peu tout. Et au final, on a passé des heures à essayer de le développer. Les équipes RH ne savaient pas plus par quel bout le prendre. Fallait être formé pour pouvoir utiliser l'outil. Enfin bref, au bout d'un moment, j'ai dit bon allez stop. Le truc de Lucas a l'air sympa, allons voir. Et puis c'est vrai que tout de suite, ça a été la délivrance pour les équipes. Mais par contre, pour que ce soit sympa et facile à utiliser comme tu peux l'avoir toi en tant qu'user, derrière il y a une belle équipe, il y a une grande complexité. L'équipe. Ouais. Exactement, mais bon, il y a aussi une équipe de tech, de dev, de sales, mais ouais, c'est beaucoup de travail pour essayer de le rendre le plus simple et agréable possible pour vous. Peut-être pour ceux qui sont moins familiers de ça, tu peux donner deux, trois exemples de ce qu'apporte la solution. Typiquement, la gestion des notes de frais, tu vas scanner, je sais pas, ton ticket de restaurant. Automatiquement, ça va te faire une notification push en te disant c'est bien ça le montant, est-ce qu'on a bien posé toutes les informations au bon endroit. Tu fais en un clic, ta note de frais est validée, toi en tant qu'utilisateur, à ton approbateur de la recevoir et de la valider. Ouais. Tu souhaites partir en vacances dans 2 semaines, tu vas sur la solution, sur ton mobile ou directement sur ton ordinateur de bureau, tu poses tes 2 semaines de vacances et ton approbateur reçoit et valide la demande. Voilà, c'est ce type de démarche que l'on fait, ou bien on est en fin de semestre, il est temps de faire un bilan avec les équipes. Guillaume, est-ce qu'elles ont bien travaillé, est-ce que tu es satisfait? Eh ben, tu peux paramétrer ta campagne d'entretien annuelle ou semi-annuelle dans Lucas et faire ces évaluations-là centralisées dans un seul et même outil. Ouais, tu peux du coup l'utiliser aussi pour mettre les objectifs récurrents, qu'ils soient trimestriels, semestriels ou annuels de tes équipes, et l'utiliser pour comme c'est d'OKR, de suivi d'OKR. Parfaitement. Il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a la base, et puis dès qu'on creuse un peu, et en tout cas ça a été notre cas, tu te dis ça on le faisait sur un fichier Excel à côté, est-ce qu'on peut le mettre dans Lucas? Oui, oui. Et puis il y a ça, ça aussi. Et puis ça parle avec le reste. Oui, ça parle avec le reste de tes outils, ce qui est quand même plutôt pratique. Ouais, parfaitement. Et puis on peut aller. Il y a plein de fonctions qui sont touchées par nos softs. Il y a les opérationnels, bien évidemment, mais tu peux avoir la fonction direction financière, direction achat. On propose aussi un logiciel d'achat, ce qu'on appelle le procurement maintenant, qui est en forte croissance aussi. Donc on vient toucher l'ensemble des palettes des métiers de l'entreprise. Et c'est ça qui est hyper riche dans le métier qu'on peut avoir aussi au quotidien et qui est sympa parce qu'on a plein de thématiques sur lesquelles échanger avec les entreprises, différentes personas. Donc
un chouette produit dans un milieu qui peut paraître un peu austère. Hein. Enfin, clairement, parlons-nous, le milieu de la paye, le milieu du SIRH, c'est pas forcément les milieux qui font rêver. Et justement, je pense que cette entreprise, chez Lucas, c'est ça que je retrouve un peu, c'est que ok, on a le SIRH. On n'est pas passionné de SIRH, on va pas se mentir. Hein. Enfin, je suis pas passionné de SIRH, mais l'ambiance qu'on a, la culture qu'on a, la manière dont on accompagne les clients, dont on construit nos produits, fait que on est dans une entreprise sympa, qu'on prend plaisir à venir au quotidien, qu'on prend plaisir à échanger avec nos clients et surtout qu'on prend plaisir à faire des softs pour nos clients et à les développer. Donc, il y a une culture particulière qui fait que on rend peut-être pas sexy le SIRH, mais en tout cas très agréable à travailler. Ouais. Tu as dit que ça avait 20 ans. Ouais. C'est surprenant parce que de ce qu'on en voit, tu as l'impression que c'est une startup qui est née il n'y a pas très longtemps, qui a bien compris le besoin du moment, l'air du temps. Et en fait, non, ça fait 20 ans. Et est-ce que comment s'est passé ce développement sur ces 2 décennies? Est-ce que c'était un décollage très récent ou ça a été une croissance linéaire? Non, il y a eu une accélération forte sur les 4-5 dernières années avec une croissance à 2 chiffres chaque année depuis 4-5 ans. Mais c'est en ça aussi que c'est une entreprise qui détonne parce que il y a une ligne directrice qui est là depuis 20 ans, depuis le fondateur qui a créé cette boîte, Gilles. Son leitmotiv, c'est le produit, c'est de faire plaisir aux clients et de faire des produits utiles. Et du coup, ça s'est développé en autofinancement, sans levée de fonds, pendant quasiment 18 ans. Et petit à petit, avec une assise très solide sur le produit, un asset qui est extrêmement fort aujourd'hui, et on est fier de notre produit, et on est conscient qu'il est bon notre produit. Et cet autofinancement, il y a 1 an et demi, pendant le boom des levées de fonds, Gilles ne souhaitait pas forcément lever des fonds, mais il y a un fonds qui lui a dit ton entreprise elle est vraiment bien, on a envie d'investir chez toi, et donc il a pu exercer et réaliser une levée de fonds dont plus de 50% ont été redistribués aux salariés les plus fidèles qui sont là depuis le début de l'aventure, les 50 autres pourcents étant pour le financement de la croissance de demain. Donc voilà, et effectivement, l'entreprise a bien accéléré ces dernières années, et même rentré au French Tech 120 cette année. Il n'y a pas le critère de l'âge, et donc le critère de la croissance et du chiffre d'affaires étant là, on a pu rentrer dedans. Ouais, avec les jeunes startups. Exactement. C'est une jeune startup de 20 ans, du coup. Voilà. Elle se passe où, la croissance aujourd'hui? Où est-ce que vous avez besoin d'aide pour permettre cette croissance? Cette croissance, aujourd'hui, on est présent sur 3 marchés, le marché français, le marché suisse et le marché espagnol. Elle est très forte sur l'ensemble de ces marchés-là. Après, nous, notre cœur de cible, c'est les entreprises, on va dire, de 10 à 300 salariés. Au-delà, on sait faire également, et c'est là où on a structuré nos départements depuis maintenant sur ce qu'on appelle la partie enterprise depuis 2 ans, pour aller chercher des comptes un peu plus gros en termes de taille d'employés. Mais notre cœur de métier à la base, c'est le 10-300 employés. Mais après, tous les secteurs sont en croissance. C'est un marché qui se structure beaucoup. Les entreprises, comme tu le disais au début, ont compris l'intérêt d'investir dans un système RH performant pour être plus efficace dans les tâches. Et donc, on est sur un secteur en pleine croissance. Et quand on fait les choses bien avec l'amour du produit, c'est encore en plus forte croissance. Ouais, j'avais presque, quand j'entends ça, j'entends le produit local qu'on allait acheter au coin, mais justement, vous aussi, vous êtes locaux, vous êtes installés où? On est installé donc historiquement à Paris. Là, on vient tout juste aujourd'hui, enfin demain officiellement, on déménage dans des nouveaux locaux à Paris du côté de la BNF. Historiquement, il y a une dizaine d'années, on a ouvert un premier bureau à Nantes. C'est le directeur général produit qui à l'époque souhaitait changer et aller en province, et donc le fondateur, très ouvert, lui a dit va ouvrir le bureau à Nantes. Donc on est présent à Nantes. On est également présent à Marseille. Ça s'est fait un peu de la même façon pour Nantes, où un salarié historique qui est dans mes équipes aujourd'hui souhaitait aller retourner dans sa ville d'enfance. Il y en a d'autres qui ont fait ça, il me semble. C'est une bonne idée. Et donc on a ouvert Marseille il y a 3 ans. Et puis on a également ouvert Genève pour le marché suisse et Barcelone pour le marché espagnol et pour l'international. Très bien. Et la répartition, du coup, à peu près aujourd'hui des effectifs et des fonctions? Aujourd'hui, on est
quasiment 500 dans l'entreprise. En termes de répartition géographique, tu vas être sur 200 à Paris, 200 à Nantes, 50 à Marseille et le reste entre Genève, Barcelone et le full remote. D'accord. Et je crois que même, on va y venir sur l'aspect participatif, mais je crois que même pour Marseille, ça avait été un sondage en interne qui vous avait fait atterrir là aussi. Parfaitement. Bah, Ouais. le but c'était quand même d'ouvrir dans une ville où un certain nombre de salariés se projetaient d'y habiter et du coup Marseille, eh bien il y a un sondage qui a été fait en interne et de nombreux Parisiens avaient coché pour Marseille. Aujourd'hui, bah tu vois, on a une cinquantaine de Lucasiens qui sont basés à Marseille et puis on a pas mal de demandes de transfert, que ce soit de Paris vers Marseille ou de Paris vers Nantes, peut-être demain de Paris vers Barcelone, on verra, ou Genève, mais il y a déjà des demandes d'ailleurs. Donc non, tout ça se fait naturellement et c'est très sympa à voir et à piloter au quotidien. Est-ce que il y a tout le monde peut aller partout ou il y a des équipes qui peuvent être à Genève et pas à Marseille ou comment vous êtes organisé? Globalement, tout le monde peut aller partout. Après, les bureaux de Genève et de Barcelone sont plutôt pour les marchés locaux, mais c'est en train d'évoluer pour nos bureaux de Barcelone. Mais concrètement, on a des équipes de dev qui sont réparties entre Paris, Nantes et Marseille. C'est éclaté, mais ça fait partie de la culture et donc dans le management quotidien, ça pose pas de sujet. On est très bien équipé côté process RH et du coup on pilote ça de façon saine et naturelle. On a des grilles qui sont des grilles de salaire qui sont déjà prévues à l'avance, donc il n'y a pas de discussion de salaire aussi quand tu veux bouger de Paris à Marseille, à Nantes, c'est déjà cadré en avance de phase. Donc tout ça est bien écrit et pour les transferts à l'international vers Genève ou vers Barcelone, on est en train de l'écrire actuellement parce qu'on commence à avoir des demandes, donc on est en train de regarder ça pour accompagner nos équipes de la meilleure des façons possibles et que ce soit toujours transparent parce que c'est une de nos valeurs. Toi, ton périmètre de COO, de directeur des opérations, il commence où, il s'arrête où? Écoute, à partir du moment où nos formidables équipes sales ont signé le contrat, c'est là où toute l'équipe Customer Success entre en jeu. On peut intervenir en avant-vente pour conseiller nos sales sur le paramétrage du soft à réaliser, mais globalement, nous, on arrive à partir du moment où le contrat est signé pour accompagner le client et mettre en place le ou les solutions choisies et les adapter à sa politique RH, à sa convention collective, jusqu'à ce que le client soit autonome dans l'utilisation de nos softs. Et puis après, on est là pour le suivre tout au long de sa vie, que ce soit sur des tickets de support, s'il a des soucis d'utilisation de la solution ou qu'il souhaite des préconisations. On est là aussi proactivement pour venir l'aider dans l'utilisation de la solution. Donc on est là pendant toute la vie de la durée du client quand il est sous contrat. Donc de l'onboarding jusqu'à malheureusement aussi l'offboarding, mais on est là pour accompagner le client jusqu'au bout. Pour qu'il sorte bien, même quand il veut partir. Exactement. Et en fait, ça, comme tu es une boîte RH, ça m'intéresse, sans avoir tous les détails et tous les secrets, mais d'avoir votre orga, comment est-ce que vous êtes organisé collectivement pour cartonner, pour bien vendre cette solution RH en amont du coup de ce que tu fais toi et peut-être même autour? Bah, on parle beaucoup. En fait, on parle beaucoup autour de notre thématique et pas uniquement de nos softs, mais de politique RH. Quand on publie des contenus, c'est des contenus fouillés. On reste pas en surface et c'est ça aussi qui m'avait interpellé chez Lucas et qui faisait que j'avais envie de rejoindre cette entreprise, c'est que et c'est marrant, le cofondateur de Papernet, mon ancien manager me disait ça, me disait mais quand vous prenez la parole chez Lucas, on sent que c'est profond. Et effectivement, je peux te dire qu'il y a une charte rédactionnelle quand on veut parler en public, dans nos éditos, dans nos landing pages, c'est toujours fouillé, il y a toujours plusieurs personnes qui relisent. Gilles, le fondateur, apporte une grande importance à ça. Et donc après, en termes d'organisation, on fait du marketing, bien évidemment, hein, avec de l'achat d'espace sur les médias que tu peux connaître. Et puis après, ces leads sont traités par nos équipes sales, que ce soit en in-band ou en out-band. Et bien évidemment, il y a aussi du referrals qui parle, il y a du webinaire. Mais j'ai envie de te dire qu'on a une organisation 360 pour aller convertir des prospects en clients assez classique là-dessus, mais avec encore une fois une profondeur d'écriture et de prise de parole qui est très forte et on met beaucoup nos produits en avant. On a les patrons de BU, donc on a 12 softs chez Lucas qui sont répartis
en 5 gammes, et donc chaque patron de BU peut prendre la parole pour expliquer ce que son soft fait. C'est quoi une BU concrètement? Tu vas avoir la BU, ce qu'on appelle CLIMI, c'est tout ce qui est autour de l'achat, donc un soft pour gérer tes achats ou les softs pour gérer les notes de frais. Le patron de la BU CLIMI peut prendre la parole pour parler d'une thématique parce que c'est un spécialiste non seulement du soft mais également du secteur sur lequel son soft exactement. Donc 5 BU comme ça. Qui viennent du coup et qui sont supportés par le market et les ventes, toi derrière en opération, et j'imagine du coup évidemment, j'allais dire une armée, mais en tout cas des devs qui sont capables de faire évoluer le produit ou d'en créer des nouveaux. Exactement. Si je vais encore plus macro, en fait, globalement, tu as 2 grandes branches chez Lucas. Tu as la branche, on va dire, technique, avec le produit et la partie tech d'un côté. Donc, tu as un DG technique, produit. Et puis, tu as un DG opération qui, lui, chapeaute la partie marketing, commercial et customer success. Et après, la partie RH est encore à part et reporte directement à Gilles. Très clair. Comme ça, vous marchez sur vos 2 jambes. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous avez trouvé à Nantes? Qu'est-ce que vous trouvez à Barcelone de particulier qui fait que, au-delà d'ouvrir un marché à Genève ou à Barcelone, mais qui fait que ça vous aide? Je pense que ton émission le sait bien, il y a des talents partout en France et pas uniquement à Paris, et c'est le cas, tu vois. Nantes aujourd'hui est quasiment, voire même plus, il y a plus d'employés Lucas à Nantes que à Paris, donc on trouve des talents. Là, c'est la première chose. Et puis, je pense que l'équilibre de vie aujourd'hui est une thématique de plus en plus prégnante. J'écoutais ce week-end, tu vois, en courant à Barcelone sous le soleil, une des dernières émissions avec Greenwich, c'est ça, qui s'installe à Nancy. Il parlait lui-même, tu vois, de la communauté sportive à Nancy. C'est ce que tu retrouves aussi dans une ville comme Barcelone. Et donc, il y a des beaux talents à Barcelone, il y a des beaux talents à Marseille, des beaux talents à Nantes, et c'est ça qui est hyper riche, c'est qu'aujourd'hui, quand on ouvre un poste, alors il y a certaines fois en fonction d'équipe, on préconise une localité, mais globalement, on est hyper ouvert sur le sourcing pour ratisser plus large et attirer des nouveaux talents pour nous aider dans notre objectif de croissance et d'accompagnement des entreprises. Ben ouais, tout à fait. On avait fait un bel épisode avec Greenwiz sur les bords du lac d'Annecy. Du coup, j'en ai perdu ma question suivante, mais c'est pas grave. Je peux te la faire. Est-ce que Annecy et Barcelone sont proches? Non, mais en fait, quand je l'écoutais, parce que aujourd'hui j'habite à Barcelone et on se dit aujourd'hui où est-ce qu'on rentrerait, et c'est marrant. Annecy est une ville qui est hyper attirante, et je pense un peu pour les mêmes caractéristiques de Barcelone, c'est que tu as le côté terre-mer qui est hyper sympa, le côté sportif qui est hyper sympa, et c'est en ça aussi que j'ai bien accroché avec l'épisode où je me retrouvais parfaitement dans la raison du choix de la localisation d'Annecy. Moi, ayant décidé de vivre à Barcelone depuis 2 ans maintenant, je trouvais ça sympa. Je dois t'avouer que dans tous les épisodes, parce qu'on a quand même fait pas mal le Tour de France, il est clairement sur le podium des villes il m'a pas mal donné envie, en effet, de ce mix eau, terre, sport, nature. Il a bien vendu. Il va falloir que j'aille voir. Et du coup, ça me fait penser aussi, on avait fait un autre épisode sur les RH qui était avec Laurent de la Clergerie, notamment la semaine de 4 jours qui revient en force là. Il y a eu les débats sur les retraites, il y a eu les débats sur la qualité de vie au travail, repenser le pacte social. Comment vous regardez ce sujet? Où est-ce que vous le regardez déjà? Celui-ci, peut-être même les autres de télétravail, enfin tout ce qui a fait bouger l'organe du travail depuis le Covid. Alors, on regarde pas spécifiquement le débat les 4 jours. En revanche, nous, il y a une chose sur laquelle on est sûr, c'est sur la transparence, et c'est pas seulement dire que c'est dans la culture, mais c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien, et on pense que c'est quelque chose. En fait, les valeurs de Lucas sont extrêmement fortes. Elles sont pas écrites sur des murs, mais elles sont vécues par l'ensemble des Lucasiens. La culture Lucas, elle est compliquée à intégrer, à digérer. Tu vois, ça fait 4 mois que je suis dans la boîte, je la comprends, mais pour l'assimiler, ça prend un petit peu de temps parce qu'elle est extrêmement profonde également. Et tu vois, quand je parle de transparence, ça va des salaires dans l'entreprise. Tout le monde est au courant de mon salaire. Tout le monde peut aller vérifier et checker mon salaire. Les promotions sont connus de tous. T'as
Et du coup, pour répondre à ta question initiale sur comment est-ce que autour de la semaine des 4 jours ou du télétravail, le télétravail, on n'est pas extrêmement fan, mais on le propose, on a le droit à 2 jours de télétravail par semaine. Après, on le fait en bonne intelligence. Ça peut être un petit peu plus, il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Sur des métiers très opérationnels, on préfère quand même un contact terrain et je pense que c'est important d'avoir les managers proches des équipes. Et après, sur le fait de pouvoir bouger facilement de localisation, ça se fait très facilement et on est là pour accompagner nos salariés et qu'ils soient le plus heureux possible avec nous. Donc c'est des sujets sur lesquels on est hyper ouvert, on discute en bonne intelligence et les salariés le savent quoi. Donc c'est ça aussi qui font qu'ils sont à l'aise et heureux d'évoluer chez Lucas. Du coup, avec une culture aussi forte, quand tu es arrivé, tu as eu un parcours particulier? Alors pour arriver, tu as ce qu'on appelle le grand oral. Et en fait, le grand oral, c'est quoi? C'est un thème de ton choix sur lequel tu vas pouvoir exprimer ta personnalité et que tu dois soutenir pendant 10 à 15 minutes devant un panel de la boîte. Tout le monde peut venir, c'est ouvert à tous. Et tu soutiens ton thème pendant 15 minutes et puis après, tu as un échange de questions-réponses pendant 10-15 minutes sur ton thème et ensuite, on te pose des questions un petit peu plus classiques pour savoir qui tu es. Donc ouais, ça, c'est un marqueur fort. Typiquement, dans la culture, le grand oral, c'est un marqueur très fort. En présentiel en présentiel, parfaitement. Ouais. Tant on est obligé de le faire en distanciel, mais globalement, sur tous ceux que moi j'ai pu faire passer depuis que je suis arrivé, on privilégie le présentiel. Ah oui. Et du coup, tu peux dire, toi, le thème que tu as choisi? Ouais, mais je suis un passionné de bouffe, de restauration, et donc j'avais fait un parallèle entre l'art de recevoir à la française et l'art de traiter un client au sein du Customer Success. Il y a pas mal de parallèles, et donc j'avais capté l'attention de mon éditoire en faisant des parallèles entre comment est-ce que moi je souhaiterais qu'on traite nos clients demain et comment est-ce que je traitais mes invités quand je reçois à dîner ou que je vais au restaurant avec des copains. Bon, tu m'as pas offert de bouteille quand j'ai signé chez vous. Faut qu'on finisse le projet. Le projet est en prod. Le projet est en prod, je crois, début mai, mais ce sera avec plaisir. On va pouvoir. Bon accord, mais 20, c'est un bon thème. C'est un bon thème. Ça, c'est une fois que tu es recruté? Non, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape pour être recruté. Et après, on a ce qu'on appelle un rôti où chacun donne une note entre 0 et 5 avec sa main. Tout le monde présente sa main et fait allez 3, 2, 1, hop, et tu mets ta note. Et puis chacun doit justifier la note pour laquelle il l'a mis. Et c'est hyper challengeant quand tu es le manager de la personne que tu vas recruter. Tu vois, tu peux te prendre en face des personnes qui vont dire je lui ai mis 2 parce que ça. Et ouais. Toi en tant que candidat, toi en tant que candidat, t'es parti, mais le manager, la personne qui recrute, prend les feedbacks de tout le monde. Ouais. Et donc, il faut savoir trancher. Un manager doit savoir trancher à un moment, mais tu peux avoir des remarques qui te font ça effectivement, et donc ça peut te remettre en question. Bon, en général, quand tu amènes les personnes au grand oral, t'es plutôt sûr de ton choix. Mais vous avez fait quoi avant? Et puis avant, tu as un petit oral où là, c'est avec l'équipe, avec donc les personnes qui va potentiellement manager demain ou ses managers demain sur des cas un petit peu plus techniques. Et puis avant, tu as un entretien manager et encore avant, un entretien avec les RH. En gros, tu as 4 étapes. Et Gilles, le fondateur, participe au grand oral ou pas forcément? Oui. Il était par exemple présent pour le mien. Dans quelques semaines, j'accueille le directeur mid-market dans mes équipes Wajahat. Gilles était présent pour l'entretien de Wajahat, par exemple. D'accord. Marrant. Et ça, je crois que du coup, tu disais que les salaires sont transparents. C'est quand même quelque chose de fort. Ouais. Comment c'est organisé chez vous? Comment c'est organisé? 2 fois par an, il y a ce qu'on appelle les talent reviews, donc pour évaluer la performance sur les 6 derniers mois des personnes. Et en fonction de ça, tu as atteint un certain niveau et puis on peut décider de te faire passer un grade, donc tu faire évoluer une promotion. Et en fonction de ça, tu vas recevoir une augmentation de salaire plus ou moins importante. Jusqu'à il y a un an, il n'y avait pas de grille de salaire. Avec la croissance qu'on a, on a des grilles de salaire maintenant qui sont établies avec, en fonction des grades et des années d'ancienneté et de la localisation, un salaire qui est établi. Donc c'est ça qui est hyper sympa, c'est que tout est transparent. Donc tu sais à l'avance
le salaire que tu vas recevoir. Moi qui viens de boîtes dans lesquelles tu négocies le gré à gré et puis des boîtes sur lesquelles aussi il y avait des variables importants. Là, il n'y a pas de variables chez Lucas. C'est tout le monde est dans le même bateau. Même les vendeurs. Le seul variable que l'on a, c'est l'intéressement et participation, mais tout le monde le touche. Donc, comment ça se passe? Entretien semi-annuel, grille de salaire préétablie, intéressement et participation une fois par an. Et puis, tu as aussi un marqueur fort qui a eu lieu la semaine dernière, qui s'appelle le comité des 3 ans, qui est pour les personnes qui ont plus de 3 ans d'ancienneté. Elles peuvent choisir leur salaire. Donc, c'est pas uniquement du marketing, c'est la réalité. Je l'ai vécu la semaine dernière. Et donc ça, c'est par exemple la personne qui estime que par rapport au travail qu'elle apporte, par rapport au salaire qu'elle a aujourd'hui avec la grille de rémunération, elle n'est pas rémunérée à sa juste valeur, elle peut venir devant un panel de salariés de Lucas, défendre son cas, et à la fin, c'est elle qui a le dernier mot pour choisir son salaire. Alors bien évidemment, il y a des échanges qui sont plus ou moins sportifs, mais toujours dans la bienveillance, et à la fin, c'est le salarié qui a le dernier mot et qui, en fonction des retours, dit « je maintiens ma demande initiale » ou « je la revois ». Voilà. Du coup, là, bon, c'est transparent, parce que tout le monde va le savoir. Ouais. Elle peut, du coup, cette personne sortir de la grille. En tout cas, la dépasser. J'imagine qu'elle n'a pas demandé d'être en dessous. C'est rare. Je ne sais pas arriver chez moi. Non. Écoutez, hop, les gars, ça fait 3 ans. Je trouve que je suis pas assez bon. Je suis trop payé. S'il vous plaît. C'est pas faire. Ouais. Et du coup, ok, c'est hyper intéressant. Et c'est tous les 3 ans ou c'est dès que tu as passé les 3 ans, tous les ans, tu peux venir demander ça? Donc, dès que tu as 3 ans d'ancienneté, tu peux te présenter au comité des 3 ans. Est-ce que tu le fais tous les ans? Je n'ai pas encore suffisamment d'ancienneté pour le voir et je pense pas. Mais tu peux. Tu peux parfaitement. Ok. Ouais. Intéressant. Et là, tu parles avec qui? Qu'est-ce qui est en face de toi? Donc, en face de toi, tu as les personnes qui ont constitué et réaliser les grilles de salaire. Les grilles de salaire ne sont pas imposées par les RH, c'est un panel de gens qui sont issus du département tech, du département marketing, du département sales commercial, donc qui ont réalisé les grilles et qui les revoient quasiment chaque année pour voir si on est toujours à la valeur du marché. En fonction de l'inflation, les grilles peuvent prendre de la valeur ou pas. Et donc, tu as ce panel-là de gens qui sont là. Tu as bien évidemment le fondateur, tu as le manager, le N+1, le N+2, et puis toutes les personnes qui ont également plus de 3 ans peuvent venir, si elles le souhaitent, assister à ce comité-là. Okay. Et donc, tu défends, tu as 2 minutes pour expliquer pourquoi est-ce que tu as réalisé ta demande de participer à ce comité des plus de 3 ans, et derrière, tu as un échange de questions-réponses, et à la fin, tu as la question de Gilles qui est, bon alors, combien Combien tu vaux tu vaux? Voilà. Ouais, combien tu vaux cette année? Et alors, là, il y a plusieurs cas de figure. Soit tu dis, je maintiens un salaire et Gilles et le comité estiment que malgré tout, ça valait un peu moins. Ça peut arriver, j'imagine. Ça peut arriver, mais c'est le salarié qui a le dernier mot. Voilà, donc le salarié, il a le dernier mot. Il se dit, ok, non, mais rien à faire. Moi, je suis certain que je vaux 20% de plus que ce que vous m'aviez donné depuis 3 ans. Et du coup, il repart. Pendant un an, là, il touche son salaire pendant quelques mois en tout cas. Il touche son salaire au-dessus. Ça peut arriver. Hein, dis-moi si je fais fausse route, mais que finalement les managers se disent bon, bah, on trouve que c'est pas juste, mais bon, il a maintenu son truc. Il se passe quoi au bout d'un moment? C'est-à-dire, il se passe quoi? Est-ce que au bout d'un moment tu dis non, mais en fait, ça marche pas. Ça fait c'est partie. Pas juste sa gueule à côté. Comment ça? Alors, non, mais. Ce qui est sûr, c'est que dans le comité, et on a des personnes sensées aussi en face de nous. Je pense que c'est la vertu d'ailleurs de cette transparence. Exactement, ils arrivent à la raison. Et on leur rappelle aussi que derrière, tu as tes collègues aussi qui vont le juger, tes collègues qui sont de la même qualification. Si tu te mets 20% au-dessus d'eux, après, faut les assumer. Donc, cette vertu-là, effectivement, il n'y a pas eu de cas c'est pas arrivé. Pas à ma connaissance, en tout cas sur le comité des 3 ans que j'ai vécu la semaine dernière, j'ai pas vu de cas totalement hors sol et sur lesquels qui n'étaient pas justifiés. Tu as des gens qui estiment. J'avais pas forcément le même point de vue, mais à la fin, c'est le salarié qui donne son dernier mot et qui doit assumer sa décision vis-à-vis des autres après, parce qu'effectivement, tu as d'autres personnes qui peuvent venir te challenger, et chez Lucas, les gens n'ont pas leur langue dans la poche. Donc, j'imagine que la parole est libérée. Ouais. Exactement. Mais le fait que, tu vois, ce soit public,
t'as pas des demandes hors sol. Très honnêtement, toutes les demandes, elles sont plutôt, elles sont justifiées dans la majorité, et donc ça se passe bien. Après, bien évidemment que l'échange peut être un peu sportif, mais c'est logique, c'est la règle du jeu, faut l'assumer. Mais les gens qui viennent pour avoir débriefé avec certains d'entre eux qui l'ont fait, m'ont dit j'ai été challengé, effectivement, mais je le savais et je l'assume. Et à la fin, je suis content. J'ai revu ma position où je l'ai maintenue, mais je suis content de l'avoir fait. Parce que cette grille, elle fonctionne comment? Elle met un poste avec un salaire en face ou une fourchette de salaire? Elle tient compte de l'ancienneté, de ton précédent job? Comment ça marche? Alors, je vais pas donner toute la secret sauce, mais globalement, en fait, elle est en fonction du département dans lequel tu es, de la typologie de métier sur lequel tu es. Je vais prendre un exemple qui me concerne, mais des consultants qui sont sur les métiers d'enterprise par rapport à des consultants qui sont sur des métiers de mid-market n'ont pas nécessairement la même rémunération parce que la gestion de projet est un petit peu différente. Une entreprise comme la vôtre, on vous a accompagné sur un projet qui dure entre 3 et 4-5 semaines pour le mettre en place. Là, sur une boîte de 300 à 1000 personnes, c'est des projets qui durent 2 mois, 3 mois, avec de la complexité aussi dans le paramétrage des softs. Donc, on estime que c'est pas les mêmes compétences, mais c'est la même chose sur le marketing où tu peux avoir des gens qui sont des content rédacteurs par rapport à de l'inbound ou du CRM. Donc, tu as des grilles différentes en fonction des métiers et ensuite, en fonction de l'ancienneté, tes grilles qui vont entre 0 et 2 ans. Tu as des métiers sur lesquels on estime que tu es censé évoluer au bout de 2 ans, d'autres où tu as besoin d'une profondeur d'ancienneté, donc ça va entre 0 et 4 grades, et donc chaque année tu passes un grade automatiquement qui te fait que tu as une augmentation de salaire. Et puis après, tu n'es pas obligé d'aller au bout de la grille et des grades de la grille pour évoluer, hein. Bien évidemment, il y a des fast track qui peuvent être promus et changer de grille, aller sur la grille supérieure plus rapidement. En changeant. Exactement. C'est pas mal d'avoir préempté le sujet du déménagement parce que nous on le voit, on recrute à Marseille où il y a le siège avec des gens qui arrivent de Paris. Et t'as toujours une discussion forcément en disant ok, je sais que l'immobilier coûte moins cher à Marseille, mais quand même j'ai 12 enfants. Tu peux avoir le sujet. En tout cas, vous c'est préempté, donc c'est pas mal. Exactement. T'as un coef. T'as un coef. Alors après, demander quel était le coef, mais je te le dirai après si tu veux pour Marseille. je peux te le dire avec grand plaisir pour Marseille. En tout cas, je peux te dire qu'il fait mieux vivre à Genève qu'à Marseille. Pour le coef, après le coût de la vie est beaucoup plus cher à Genève qu'à Marseille. Mais voilà, on a un coef à Genève qui est beaucoup plus important que Marseille, oui. Ouais. Du coup, quand tu parlais de ces reviews semestriels, il me semble, donc j'imagine que c'est forcément basé sur des objectifs qui sont là aussi, demande pas de dévoiler de grands secrets, mais à la fois quantitatif, qualitatif. Dans l'outil Lucas, comment vous faites ? Dans l'outil Lucas, on a un outil qui est très bien fait là-dessus, qui s'appelle Poply Entretien. Donc ça fait partie de la gamme Poply. On a un autre directeur BU derrière la gamme Poply qui est d'ailleurs en pleine refonte. Comment ça se passe ? Alors, on fonctionne plutôt par trimestre chez Lucas. Et on renseigne ses objectifs dans Poply et c'est suivi par le manager et la personne qui le manage en fonction du rythme des meetings qu'il peut avoir, si c'est weekly, bi-weekly, mais on suit l'évolution de ses objectifs et puis à la fin du trimestre on fait la review des objectifs. Après, quanti-quali, j'ai envie de te dire, ça dépend du manager, du style de management, du métier. Typiquement, je viens d'une boîte Papernest qui était extrêmement data-centric et chez Lucas c'est un petit peu moins le cas, on est beaucoup dans le quali, donc tu vois, chez Lucas j'apporte cette patte un peu plus centrée sur des KPI, sur des métriques objectives. Et eux m'apportent aussi tout ce côté quali, care du client, donc c'est un mix des deux en fonction des managers, mais on est sur on essaye d'être quand même sur des objectifs tangibles et sur lesquels qu'on peut mesurer l'impact du salarié dans l'atteinte de cet objectif. Comment tu fais avec des commerciaux qui n'ont pas de variable ? C'était une discussion que j'avais eue avec Laurent de la Clergerie qui lui non plus n'en voulait pas. Quelle est la justification ? Est-ce que comme lui tu dis non mais en fait tu peux pas considérer que les autres qui n'ont pas de variable sont pas motivés et donc parce qu'il y en a quand même pas mal. En fait, il y a plusieurs choses. On l'a vu déjà un petit peu, mais ce qui prime, c'est le collectif. Et c'est vrai que c'est une valeur extrêmement forte, hein. L'entraide chez Lucas, j'ai encore vu ce matin dans mes équipes, tu as quelqu'un qui est malade, le but c'est de faire avancer le projet. Tout de suite, tu as des managers
se prennent au jeu, qui disent pas de problème, je vais prendre son rendez-vous, je me débrouille, je m'organise pour l'accompagner. Donc il y a cette valeur du collectif qui est extrêmement forte. Après, sur les populations de commerciaux, il faut pas oublier que on a des grilles de rémunération. Tu peux progresser et évoluer et changer de grade. Donc déjà, ça, tu as aussi ce moteur-là pour les gens qui ont envie de continuer à progresser. Ceux qui sont beaux, qui ont des bons résultats, vont être promus un petit peu plus rapidement. Tu as ce variable ou ce variable, pas ce variable, mais cet intéressement et participation aussi qui, je pense, motive tout le monde. Donc, je pense que ce qui fait qu'on réussit à maintenir, à développer nos équipes commerciales, c'est ce mix de culture, d'apprentissage. Il y a cette notion, dans beaucoup d'entreprises, mais elle est vraiment présente, de former nos populations à un métier, à des soft skills, à des hard skills. Et puis derrière, cette notion de grille et d'évolution qui est quand même tout de même prégnante. Font un triptyque, je pense, qui fonctionne et qui fait qu'on a des équipes commerciales qui cartonnent et qui nous sont fidèles. Ouais, là aussi, c'est un tout en fait. C'est pas juste, faut pas sortir juste le fait qu'il n'y a pas de variable pour les commerciaux, c'est qu'il y a tout cet écosystème, tout cet équilibre, toute cette cohérence. Exactement. Qui fait que ça marche. Si tu as envie de t'emparer d'un sujet chez Lucas, tu peux. On parlait de qui crée les grilles de rémunération. C'est pas les RH, c'est les salariés. T'as les salariés qui y participent. Demain, on a un team building, c'est pas du top down. Encore une fois, on responsabilise énormément les personnes qui sont chez nous et ces personnes qui ont envie de participer à la vie du groupe, à continuer à apprendre, le peuvent. Et donc je pense que c'est ça aussi qui fidélise notre entreprise. Et puis après, il y a un dernier point dont on n'a pas parlé, mais c'est que tout à l'heure tu me parlais un peu de capital et de levée de fonds. Chez Lucas, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as quasiment 40% de la boîte appartient aux salariés hors fondateur. Hein. Donc tu as 40% du capital qui appartient aux salariés. Et donc ça, c'est un élément aussi extrêmement structurant dans l'entreprise et dans la dynamique de l'entreprise. Tout le monde n'est pas actionnaire de Lucas. Hein. Sur les 450 salariés, tu dois en avoir une petite centaine de salariés actionnaires. Mais donc ça aussi, c'est extrêmement vertueux pour les personnes qui apportent à Lucas. Ces salariés peuvent être cooptés et devenir actionnaires et l'entreprise se portant bien. Et les mécanismes mis en place par le fondateur et les autres actionnaires fait que quand tu deviens actionnaire, déjà tu as potentiellement une plus-value latente déjà intéressante avant même de pouvoir sortir. Donc. Alors tu as dit coopté, c'est donc un système. Tout le monde ne peut pas devenir actionnaire comme ça n'importe quand chez Lucas. C'est un groupe qui choisit qui peut l'être. Exactement. Alors tu as deux façons. Tu as des personnes qui, quand elles arrivent, parce qu'on estime qu'elles sont sur des postes stratégiques, et pour les attirer, il faut un package intéressant et compte tenu de la grille, l'actionnariat peut être un bon complément. Tu vois, Wajat, dont je parlais il y a quelques minutes, qui va rejoindre mes équipes, en complément de la grille sur laquelle il est, il va pouvoir devenir actionnaire. Donc tu peux devenir actionnaire en intégrant l'entreprise, mais c'est pas la majorité des cas. Et sinon, c'est en étant coopté par l'impact que tu as eu au sein de l'entreprise. Les actionnaires actuels vont voter pour des salariés non actionnaires actuellement, et celles ou ceux qui reçoivent le plus de votes deviennent actionnaires. C'est une fois par an ? C'est une fois par an, parfaitement. Ouais. Très bien. Et une fois que tu es donc OK, on te dit écoute, mon coco, c'est cool, bravo, tu peux devenir actionnaire. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu fais un chèque pour acheter tes actions, comme en bourse. Quand tu veux devenir actionnaire d'une entreprise, tu payes. Et donc tu payes. C'est bien de le dire en fait, parce que il y a quand même, je trouve, c'est ça que je pose la question, c'est que il y a cette, tu sais, cette culture start-up, mais souvent méconnue. Genre, je veux des actions. Oui, mec, mais
Ça a un coût, ça se paye. Ouais, après il y a plusieurs mécanismes. Il y a plusieurs mécanismes. Tu as le mécanisme des BSPCE, tu as le mécanisme des stock options, et puis tu as le mécanisme des actions que tu achètes tout de suite. Chez Lucas, il y a deux mécanismes. Il y a le mécanisme des actions, donc tu payes. Et ça, c'est une des volontés, et je trouve ça très bien. Un peu ce qu'on appelle le skin in the game. C'est il faut que tu t'investisses dans la boîte, et donc tu payes. Mais derrière, c'est une vraie action dont tu es propriétaire et qui va te permettre de faire une plus-value. Et puis en complément, il peut y avoir un mécanisme de stock option abondé par l'entreprise. Mais donc oui, tu payes. Et puis après, le jour où il y a un événement de liquidité, tu pourras revendre et obtenir à ce moment-là le gain de ta plus-value moins les prélèvements sociaux. Ouais. Et puis tu deviens actionnaire d'une boîte qui a 20 ans, qui cartonne. C'est pas, t'as pas filé un truc gratuit, d'un truc qui, a de fortes chances de pas aller très loin, quoi. Ouais, après, je pense que tu connais mieux le marché des startups que moi, mais c'est sûr et certain qu'on est sur une entreprise avec une assise forte qui se développe petit à petit fortement, mais très forte sur ses appuis, avec un management d'expérience. Et donc, ouais, c'est ça. Très clairement, l'entreprise a des valeurs saines et un développement sain. Donc, il n'y a pas de raison que la valeur soit divisée par 3 comme certaines startups récemment. Ouais. Non, mais d'ailleurs, j'avais écouté Gilles sur un podcast il y a quelques temps, je me rappelle pas tout, mais on sentait qu'il y avait cette structure, cette force, cette vision, ce temps long qui était là, et voilà, et une vraie force pour développer dans le temps, Lucas. Il me semble qu'il, d'ailleurs, en termes de profil, il parlait quand même, ça m'avait surpris. Il me dit, je prends beaucoup de grandes écoles, de profils. Je sais pas si ça a changé, mais ça m'a fait surpris qu'il le formule comme ça. Ouais, après, il a ses combats. Je vais pas parler en son nom, mais c'est vrai que le diplôme est quelque chose de regarder. Après, moi, je regarde plus l'expérience. Est-ce que la personne peut nous apporter que le diplôme? Mais on fait tout de même attention. Ça fait partie. Je dirais pas que ça fait partie de la culture, mais on fait attention à ça. Par contre, tu parlais du temps long. Très clairement, c'est pas une boîte de mercenaires. Et dans le pacte d'actionnariat, d'ailleurs, il est fait tel quel que tu feras pas ta plus-value au bout de 2 ans et tu t'en vas, merci, au revoir. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. C'est le temps long, comme tu le dis, et c'est comme ça aussi qu'on fidélise nos salariés. D'ailleurs, s'il a pas levé de fonds pendant 18 ans, c'est que c'était tout à fait logique avec ça. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit à propos de Lucas, du coup? Quelle est la question que je t'ai pas posée? La bonne question. Tu m'as posé beaucoup de bonnes questions. C'est quoi les enjeux de Lucas de demain? Bonne question. Merci Quentin. Non, mais je dis ça parce qu'on est en plein dedans. T'as plusieurs enjeux. On a un plan à horizon 2025 qui est de tripler notre ARR, l'annual recurring revenue, et donc d'atteindre les 100 millions à horizon 2025, c'est un de nos enjeux. Et donc c'est comment est-ce qu'on fait pour... C'est pas très loin, donc ça va falloir y aller fort. Ouais, va falloir y aller fort. Y aller fort. On a la chance d'avoir ce qu'on appelle dans notre métier le churn, très peu de churn. Les clients qui choisissent Lucas sont satisfaits et restent avec nous. Et puis et comme on est dans la conquête, ça s'additionne. Et puis l'international qui est un des sujets clés du moment. On parlait de la Suisse, de l'Espagne. On regarde potentiellement de nouveaux pays en complément de l'élargissement de notre palette de soft qu'on peut offrir à nos clients. Le marché est mature dans les autres pays européens? Pas vraiment. Vous voyez quoi comme cas de figure? C'est assez éclaté. En fait, c'est un marché assez. T'as plein d'acteurs. Moi, je suis étonné. T'as plein d'acteurs partout. Je découvre le milieu du SaaS. Hein. C'est nouveau pour moi. Et pour moi, c'était extrêmement complexe de réaliser un soft, un SaaS, et ça demandait beaucoup de ressources. En fait, dans le SaaS, tes coûts, c'est quoi? C'est tes coûts people. Après, les coûts de serveur et les choses comme ça, c'est pas ça qui fait la différence. Et donc, finalement, créer un soft, c'est facile. Créer un beau soft qui fonctionne bien, complexe derrière, mais facile pour l'utilisateur, c'est plus complexe. Mais donc, c'est un marché qui, je pense, va se concentrer dans les prochaines années, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'acteurs, et après, la maturité est différente, mais c'est comme si c'est des règles
métier extrêmement complexe, c'est aussi un marché très local. Tu vois, en France, on est leader du marché, on connaît très bien le marché français et puis les conventions collectives en France, t'en as un sacré nombre, donc il faut les connaître pour paramétrer les softs. Quand tu arrives en Espagne, c'est d'autres règles, donc il faut adapter le soft pour, et donc l'acteur qui est local et qui connaît le marché depuis plus longtemps, forcément, c'est plus simple pour lui. Donc on voit que c'est un marché beaucoup d'acteurs locaux. Et d'être mondialisé et de réussir à absorber tout ça, c'est technique, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'adaptation produit. Donc c'est pas, ça se gagne pas comme ça à l'international dans ce secteur-là en tout cas. Ouais. Et à la fin, tu penses qu'il y aura les gros acteurs de l'ERP aujourd'hui qui absorberont ou pas forcément et du coup il y aura une coexistence comme ça? Je pense qu'il y aura une coexistence parce qu'après, tu as aussi, chez nous, il y a une volonté de continuer à pouvoir développer nos softs comme on le veut pour nos clients, de pas avoir d'imposition. En tout cas, j'avais cette discussion avec Gilles lors de la closing party de nos anciens locaux il y a une dizaine de jours et il me disait mais moi j'ai envie de développer les softs comme j'ai envie avec notre point de vue et qu'on me l'impose pas. Donc chez nous en tout cas, je pense pas que demain on viendra nous dire il faut faire comme ça votre soft. Tant que Gilles sera là, je pense qu'on sera protégé de ça. Bon, très bien. Bon, mais puisqu'on a posé les bonnes questions, même si, alors, avec toi, on a déjà fait cette petite rubrique d'aération pour savoir qu'est-ce que tu fais, quels sont tes secrets de beauté, comme ça. Et qu'est-ce que tu fais à Barcelone, du coup, pour garder la tête fraîche? À Barcelone, là, on arrive dans la période qui est extrêmement agréable où tu peux te baigner, tu vois. Fin avril, j'étais en train de me baigner le week-end dernier. Déjà. Les plages au sein de Barcelone sont pas encore fermées pour le kitesurf, donc on peut encore faire du kitesurf à Bogatel. Ça va être fermé, je sais plus, je crois que c'est début juin, donc on peut encore faire du kite dans Barcelone. Après, c'est pas grave, on fera 20 minutes de voiture pour aller un petit peu plus loin, donc un petit peu de kitesurf. Je cours ou j'écoute les podcasts. Je vois ça, c'est quel honneur, tu cours plus vite du coup. C'est très, très, très agréable. Tu vas à Montjuïc sur la montagne, tu domines Barcelone, c'est très sympa. Et puis une fois que je rentre de mon run, je vais à côté de chez moi, dans mon marché local, choisir mes produits et préparer une bonne bouffe pour ma famille ou mes copains. Voilà. Et puis après, l'art de recevoir. Exactement. Tu vois, c'est comme chez Lucas, les valeurs elles se vivent. Chez moi, les passions elles se vivent au quotidien. Et puis, si on a envie de prolonger la soirée à Barcelone, c'est très simple d'aller boire un verre à droite à gauche. Donc, on est aussi adepte d'aller tester des nouveaux restaurants ou des nouveaux bars pour continuer à se sentir vivre, quoi. C'est agréable. Enfin, c'est important pour moi de continuer à me sentir vivre et de sortir et d'être avec mes copains et de passer des moments conviviaux. Pas mieux. Super conclusion, du coup. Merci, Quentin. Du coup, à très vite. Non, ma durée de vie dans les boîtes, c'est 5 ans. Donc, écoute, avec grand plaisir pour revenir te voir. On fera un point, Lucas. Merci beaucoup, Guillaume. Salut, Quentin. À bientôt.